mal. On ne fait pas ici cet après-midi. Tu vas tout savoir sur Pierre Leroux. Non, justement. Ah, ben ouais. Bon sang va, Covid. Il y aura plusieurs épisodes. Bah, merci d'abord à tout le monde d'être venu. Voilà, c'est intime, c'est parfait. C'est juste pour présenter un ouvrage qui est une petite recherche sur Pierre Leroux, donc de Pierre Leroux aux Lumières du Rwanda. Et ça s'inscrit dans la suite, pour ceux qui étaient là, de ce que le Théâtre d'Or avait proposé d'une projection du film sur Pierre Leroux qui a eu lieu en octobre l'an dernier. Voilà, je ne sais plus qui était là. Ouais, et il y avait un film d'1 heure et puis j'avais proposé un petit speech de 20 minutes pour donner quelques repères sur l'actuel de Pierre Leroux en 2021. Alors, tout d'abord, il y a une très bonne nouvelle, c'est que c'est le 150e anniversaire de la mort de Pierre Leroux cette année, et que monsieur le maire de Boussac, Franck Foulon, a été contacté par le Cercle Condorcet et les Artistes Réunis, qui est une loge à Limoges, à laquelle appartenait Pierre Leroux, et qui lui ont demandé s'il pouvait organiser une manifestation pour célébrer le 150e anniversaire de la mort de Pierre Leroux, qui est mort pendant la Commune, pendant les combats de la Commune, qui est mort de faim avec sa famille, ouais, à Paris. Et il s'inquiétait, le Cercle Condorcet et les Artistes Réunis, du fait que M. Foulon était étiqueté droite-centre. Et M. Foulon a dit non, il n'y a pas de problème. M. Pierre Leroux est un collègue maire de Boussac, parce que Pierre Leroux était maire de Boussac en 1848. Et donc, la date de la mort c'est le 12 avril, et ça devrait se faire à la rentrée, mais on n'a toujours pas une date précise. C'est un peu important parce que, par ailleurs, Franck a été très sympa, il était venu aussi pour voir le film. Il avait bien aimé le petit speech, il était tout content, et il me proposait d'intervenir, et en me demandant s'il y avait des gens à inviter, d'autres personnes. Alors je lui ai dit, bah oui. Et parce que suite à la projection de ce film, moi j'ai continué à chercher sur Pierre Leroux, ce qu'il en était actuellement, s'il y avait des ouvrages, des universitaires et tout. Et j'ai été très agréablement surpris, puisqu'on a 2 grands universitaires en France qui actuellement bossent sur Pierre Leroux, dans la suite de la famille Viard, de Jacques Viard et Bruno Viard, le fils de Pierre Leroux, le fils de Jacques Viard, Bruno Viard. Jacques Viard a été le grand spécialiste de Pierre Leroux, qui a, au XXe siècle, fait redécouvrir un peu l'œuvre de Pierre Leroux, parce que Leroux, suite à la Deuxième République et au coup d'État, a été censuré, banni, ignoré et pillé pourtant, mais n'a pas eu de carrière universitaire. On va voir pourquoi. L'université française l'a complètement censuré. Et donc il y a un type au XXe siècle, après la Shoah, dans les années 60-70, c'est M. Viard, qui a fondé l'association des Amis de Pierre Leroux, et qui s'est passionné pour Pierre Leroux, qui est devenu le spécialiste. Le type avait fait un site, les Amis de Pierre Leroux, une association, et n'a fait qu'écrire des livres sur Pierre Leroux, à retrouver Pierre Leroux, son biographe, à retrouver dans toute la littérature les gens qui avaient nommé Pierre Leroux, qui avaient écrit sur Pierre Leroux, qui s'étaient référencés à Pierre Leroux. Jacques Viard est décédé en 2016, mais son fils, Bruno Viard, qui a maintenant 75 ans, continue à la suite de son père, vient de sortir actuellement le 2 juillet, là, un livre qui s'appelle Les Esprits Fraternels, que je pensais avoir pour aujourd'hui, mais que j'ai commandé, mais qui n'est pas arrivé encore. Et c'est le spécialiste de Pierre Leroux en France, Bruno Viard. Et il va venir à Boussac au mois de septembre. Les Esprits Fraternels, la thèse est relativement simple. Pour lui, Pierre Leroux, à partir de 1830, est un philosophe très important,
puisqu'il va être le premier à dénoncer dans la naissance du capitalisme la forme d'inégalité que tout le monde connaît. Et c'est un chercheur dans la suite de son père qui va s'attacher à redonner à Pierre Leroux ses lettres de noblesse. Et il a écrit entre autres Pierre Leroux, penseur de l'humanité, puisque De l'humanité, c'est un des livres de Pierre Leroux primordial. Donc ça, c'est déjà en France la famille des spécialistes de Leroux, qui ne sont pas très connus et qui pourtant ont fait un travail de fond. Son père a contacté Mitterrand quand Mitterrand était président de la République, puisque Mitterrand, président socialiste, ne connaissait pas Pierre Leroux. Donc il a essayé de lui faire comprendre que ça serait bien en tant que socialiste d'être un peu au courant du monsieur qui avait inventé le socialisme. Ça, c'est pour la famille Viard. Et puis les deux autres grands chercheurs, d'abord c'est une femme qui a une quarantaine d'années, Lucie Ray, qui a fait une thèse en 2012 sur Pierre Leroux, qui a une thèse extraordinaire, une thèse... pour ceux qui désireraient approfondir l'œuvre de Pierre Leroux, c'est un peu ardu parce que ça a à voir avec la philo, mais ça se lit aussi très bien, et c'est magnifique. Ça s'appelle « Les enjeux de l'histoire de la philosophie en France au XIXe siècle », et elle démontre que Pierre Leroux, contre un autre monsieur qui s'appelait Victor Cousin, qui était le ministre de l'Éducation, a été le philosophe du XIXe siècle, puisque, je vais essayer de vous le résumer tout à l'heure, il y a un duel à l'époque entre Pierre Leroux et Victor Cousin, qui est très important dans l'histoire de la philosophie, et qui est encore toujours très important parce que, même si Pierre Leroux a été assez magistral à ce moment-là, on est toujours dans les suites de ce duel-là. Lucie Ray a écrit d'autres livres pour mettre Pierre Leroux en perspective avec la libre pensée, avec l'idée de la tolérance, avec l'athéisme aussi. Et elle va venir aussi, Lucie, à Boussac, très certainement au mois de septembre. Et il y a un troisième chercheur, Ludovic Frobert, qui est directeur de CNRS à Lyon, qui lui, Lucie c'est en philosophie, lui est plutôt en sciences économiques, mais il a un parcours assez remarquable. Avec Lyon, il s'est intéressé aux canuts. Les canuts, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la même époque que Pierre Leroux, c'est 1830, et c'est les premières révoltes ouvrières en France contre l'industrialisation des métiers, et entre autres là des tisseurs de soie. Les canuts, nous vivons tout nus, c'est les premières grandes révoltes, il y a eu beaucoup de morts à Lyon, et C'était avant la Commune. c'était avant la Commune, oui. On va resituer dans l'histoire. Et Ludovic Frobert a fait tout un travail de fond sur les canuts, parce qu'il y avait des recherches, c'était connu de manière universitaire, mais pas à fond. Et c'est un type qui depuis 20 ans a fait un travail vraiment de fond. Et alors, ce qui est remarquable, c'est qu'avec les canuts, il étudie 1830, avec 1830, il étudie la révolution de 1830, la révolution de 1848, il étudie le socialisme, avec le socialisme, il approche de Pierre Leroux, et Ludovic Frobert, qui sera là, qui est invité aussi pour septembre, je n'ai pas sa réponse, mais qui a priori viendra aussi à Boussac, va déjà venir au mois de juillet, parce qu'il veut écrire un livre sur Pierre Leroux et l'expérience de Pierre Leroux à Boussac, avec ce qu'on appelle la communauté de Boussac, ou la colonie de Boussac, ou le phalanstère de Boussac, bref, on peut dire la coopérative, le laboratoire intellectuel. Voilà. Et ces trois chercheurs, Viard, Lucie Ray et Frobert, sont l'actuel de la recherche sur Pierre Leroux. C'est un peu important parce que, on ne le répétera jamais assez, Pierre Leroux a été banni, minimisé. Bon. Maintenant, je vais essayer de recontextualiser qui est Pierre Leroux et pourquoi, justement, son œuvre est importante au XIXe siècle. Puisque dans la suite de sa réception historique, il y a le seul premier vrai travail
à part M. Viard, il n'y a eu qu'une thèse en France, c'est la thèse d'Armel Lebras-Chopard, qui s'appelle « De l'égalité dans la différence », et ça c'est 1985. Bon, sinon il y a eu d'autres chercheurs, Abensour, Jérôme Peignot, Lacassagne, qui sont tous du milieu universitaire, qui ont fait des recherches sérieuses, mais l'œuvre de Pierre Leroux est toujours restée dans l'ombre du socialisme. Alors pour resituer, on dit voilà, Pierre Leroux c'est l'inventeur du mot socialisme. Et socialisme, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais pour les gens qui ont... Si on dit Pierre Leroux, en tout cas, ça n'évoque pas grand-chose à grand monde. On pense à Lénine, on pense à Jaurès. L'ouvrage commence par un zoom un peu historique pour réaborder Pierre Leroux vers 1830. Et donc, la grande différence avec Lénine, c'est que Pierre Leroux n'est pas pour un État socialiste tel que l'URSS a tenté l'expérience dès 1917. Leroux est un républicain. C'est très important puisque Leroux est né pendant la Révolution française, à Paris, c'est un Parisien, d'une famille pauvre, qui devait être des tenanciers, et il naît en 1797 à Paris. C'est un enfant de la Révolution. Il fait son parcours à l'école, un très bon parcours scolaire jusqu'à la fin du lycée, et relativement exceptionnel, très bien noté, mais il se trouve qu'à la fin du lycée, pour entrer à l'université, il n'a pas d'argent, sa famille est très pauvre, il a 3 frères, 4 sœurs, là je vais dire des bêtises, je ne sais pas exactement, c'est une famille nombreuse, et donc le jeune Pierre Leroux, entre 15 et 20 ans, choisit le métier de typographe. À l'époque, sont passés après la Révolution, donc Napoléon et l'Empire, avec les guerres napoléoniennes de 1800 à 1815, et depuis 1815, on est dans une restauration de la monarchie, quoi, où, pour bien comprendre l'enjeu de Pierre Leroux, il est hors de question pour le pouvoir en place en France de revenir à la Révolution. La Révolution française doit être une chose qui a eu lieu. Voilà, on ne va pas nier que la Révolution française a eu lieu, mais c'était un accident de parcours dans l'histoire du Royaume de France, et donc, eh bien on s'en fiche, on met ça dans un placard, et on reprend la monarchie. C'est pourquoi Victor Cousin est nommé ministre de l'Éducation, et va développer une philosophie qu'on va appeler l'éclectisme, et qui est une négation de l'histoire de la Révolution française, de l'histoire des Lumières, de l'histoire de Voltaire, de Rousseau, de Condorcet, où M. Cousin décide que l'histoire de la philosophie, ça c'est la thèse de Luciret, l'histoire de la philosophie se fait par siècle. Donc, chaque siècle, il se passe quelque chose, on met les siècles dans des tiroirs, si on a besoin d'un peu de philo, on va voir au XVIIIe, au XVIe, au XIVe. Toujours est-il que sa philosophie, il pioche 4 petits courants, le sensualisme, un petit peu comment on appelle ça, les stoïciens, voilà, il pioche un petit peu entre sur des Grecs, un petit peu au Moyen-Âge, il sort 4 petits systèmes comme ça, et il a une grande idée. La philosophie doit être pour l'élite. Et pour le peuple, ça sera l'Église. Donc il sépare la philosophie de la religion, et il trouve très bien en monarchie que les riches aient une petite philosophie pratique, avec 4 petites cases, et pour le gros du peuple, ça soit l'Église. Évidemment, notre Pierre Leroux, à 20 ans, en 1820,
se retrouve avec un tel ministre de l'Éducation, lui qui voulait rentrer à l'université. Et il n'est pas encore à s'occuper de Victor Cousin, puisque à l'époque, il y a un mouvement qui s'appelle les Carbonaro, qui est un mouvement de jeunes qui ont tous 20 ans, et qui sont tous les bébés de la Révolution française, et qui n'ont qu'une envie, c'est de revoir la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Or, les Carbonaro, ou Carbonari, n'ont pas envie d'y aller par 4 chemins et décident d'opérations violentes, de prendre les armes et d'essayer de destituer ce régime. Or, en 1820, ils vont être complètement réprimés de manière extrêmement brutale, ils vont être complètement emprisonnés, arrêtés, mis en procès, jugés, certains vont être pendus, certains vont être fusillés. Pierre Leroux passe à travers, il a 20 ans, et il décide après cette expérience d'envisager une lutte non violente, et avec son métier de typographe, il se retrouve avec l'impression à l'époque, qui n'est pas des maisons d'édition ultra populaires, à pouvoir lire beaucoup de livres. Il y a un grand bouleversement technique, scientifique, et la grande question est, est-ce qu'on garde la monarchie ou est-ce qu'on revient à la République? Or, Pierre Leroux va travailler pour un journal qui s'appelle Le Globe, qui est un journal saint-simonien du duc de Saint-Simon. Saint-Simon est un bourgeois qui, pendant la Révolution, a néanmoins adhéré à la Révolution et qui, pendant l'Empire napoléonien, s'est déclaré philosophe. Il a une grande idée, c'est que, vu les bouleversements à l'époque, il voit la révolution industrielle arriver avec tout le machinisme, hein, c'est les premières machines, et il voit la transformation de sa société du Moyen-Âge qui va devenir industrielle. Et pour Saint-Simon, lui, alors là, il dit, c'est le progrès, c'est l'avenir, et alors il prône un nouveau christianisme, puisqu'évidemment la Révolution a brisé avec Voltaire l'ensemble des curés et des tartuffes. Or, il trouve qu'il faut reprendre le christianisme en nouveau dans cette idée de révolution industrielle. Et le Globe va devenir un journal important. Pierre Leroux, il fait ses armes en tant que typographe, il commence à écrire quelques articles, et il reste un peu à l'écart. Toujours est-il que vers 1830, Saint-Simon est mort, et arrive la première révolution donc, de 1830 qui, sans abolir la monarchie, puisqu'on va revenir néanmoins à une monarchie constitutionnelle, va pas vraiment triompher, puisque là c'est la grosse classe bourgeoise, de manière caricaturale, qui va arriver au pouvoir. Et dans le journal Le Globe, l'entièreté de l'équipe va être appelée au gouvernement avec les bourgeois. C'est quand même une forme d'élite parisienne intellectuelle. Et notre Pierre Leroux se retrouve tout seul. Il est déjà marié, il est toujours très pauvre, il faut nourrir toute la famille. Et il décide de reprendre le journal Le Globe. Bon, 1830, c'est justement la révolte des canuts. Hein, bon, pour faire très court, parce que je vais être très long, c'est ça que je suis nul en résumé. La révolte des canuts, c'est donc à Lyon, tous les ouvriers tisserands, tissiers, qui avaient leur métier à tisser dans leur maison, ou et dans les maisons des bourgeois de Lyon. Et ils sont 50 000. C'est une industrie depuis le François Ier qui n'a fait que grandir. La ville de Lyon est connue dans le monde entier, exporte des soieries, des soies. Et comme arrivent les métiers à tisser, le métier jacquard, l'industrialisation, alors il y a toute une hiérarchie chez les tissiers, il y a le négociant, il y a le chef d'atelier, puis il y a les tissiers, puis il y a les ouvriers, mais qui étaient organisés entre eux en corporation. L'arrivée des métiers industriels va complètement désorganiser la profession et la ville, par conséquent, qui vit essentiellement de la soie.
Et pour faire très court, les canuts proposent quelque chose, ils proposent alors de s'associer en coopérative. Et on leur dit que c'est une très mauvaise idée, pas du tout à la mode, c'est bien d'y avoir pensé, c'est gentil, mais on leur propose autre chose, de complètement moderne, on leur propose de quitter la ville, d'aller à la campagne, où il y aura des grandes usines, et ils pourront tous travailler sur des métiers à tisser à l'usine, dans des grandes fabriques, et pour des salaires beaucoup moins chers. Et évidemment, les canuts n'acceptent pas et se révoltent, il va y avoir beaucoup de morts, ils font tirer, ils amènent l'armée, ils font tirer. Or, Pierre Leroux était passé à Lyon juste avant la révolte des canuts. Il prêchait dans l'école de Saint-Simon le fait que la révolution industrielle allait transformer beaucoup de choses. Maintenant, Leroux va s'opposer à Saint-Simon, puisque pour Saint-Simon, c'est une question importante qui est toujours d'actualité. Pour Saint-Simon, il y a une révolution industrielle, mais pour lui ça doit se faire au nom du libéralisme. Chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut, et c'est la mise en concurrence qui va faire se développer les choses un peu naturellement. Or, à l'observation des canuts, Leroux va dire, ben non, ça va pas être aussi simple que ça, puisque des grands propriétaires ou des négociants vont vouloir faire des usines, réduire les salaires, et tout ça va manquer beaucoup d'égalité. On ne peut pas laisser une société libérale sans égalité. Leroux s'émancipe alors de Saint-Simon, et la France est en train de s'appauvrir de manière extrême entre une bourgeoisie qui prend vraiment tous les pouvoirs, de grands propriétaires terriens à des grandes usines dans le microcosme parisien autour de la monarchie constitutionnelle. Et on va arriver, je vais essayer de faire court parce que sinon je ne vais pas y arriver. On va arriver vers 1840, sur 34 millions d'habitants en France, il y aura 30 millions de pauvres. Et quand on... 30 millions de pauvres, sur 34 millions d'habitants. Et quand on parle de pauvres, c'est un rapport gouvernemental. Ce n'est pas un rapport de la CGT qui n'existait pas à l'époque. Quand on parle de pauvres, c'est vraiment le moyen de subsistance. C'est la faim. Ce qui est énorme, puisque évidemment à partir de 1830, le capitalisme se développe à outrance, avec les mines, avec les métiers à tisser, et y compris dans l'agriculture, puisque seuls les grands propriétaires, par exemple de la Beauce ou du nord de Paris, ont les plus grands champs, les plus grandes exploitations, avec les plus gros rendements. Et sinon, sont soi-disant propriétaires de nombreux Français, mais qui sont tous comme ici à Toul ou à Fondrigné, avec des toutes petites exploitations, un petit lopin de terre, souvent mal géré parce qu'il leur appartient ou c'est loué. Et donc il y a une grande masse paysanne, comme une grande masse ouvrière, très 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 pauvre en France. Or évidemment, Saint-Simon, c'est le premier qui parle du socialisme. Mais il entrevoit le socialisme comme la révolution industrielle. À l'origine, chez Saint-Simon, le socialisme, c'est l'usine, et c'est super, c'est génial, tout le monde va pouvoir aller à l'usine, on va industrialiser tout, même les terres, on va tout industrialiser, c'est l'avenir, et tout ça sous un libéralisme magique qui fera que tout le monde s'enrichira. Or évidemment, la pauvreté grandissante et les révoltes, les grèves font que Pierre Leroux va définir autrement le socialisme, il va reprendre le même mot, mais il va dire voilà, le socialisme ça ne doit pas être un libéralisme sans égalité, et pareil, puisqu'il y a un fort courant républicain qui veut rétablir la République, qui est très proche de ce qu'a été la Révolution française, et qui, avec la terreur,
a fait appliquer l'égalité de manière extrêmement violente et condamnable. Et Pierre Leroux condamne aussi cette vision égalitaire, égalitariste, absolutiste, sans liberté. Donc il se place au centre, en fait, contre un libéralisme sans égalité et contre un égalitarisme sans liberté. Et ça, après le Globe, vers 1834, il va fonder une nouvelle revue qui s'appelle la Revue encyclopédique et qui est la reprise très simple de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, dont le projet est de reprendre les savoirs encyclopédiques et de les actualiser depuis Diderot et d'Alembert, mais en 1835. Bon, là, Leroux commence à être un petit peu plus reconnu, puisque il n'est pas le seul à écrire là-dedans. Il y a entre autres Pauline Roland. Certains articles sont publiés dans la presse, et des intellectuels qui ne sont pas dans le courant socialiste reconnaissent la valeur des articles de recherche, qui vont de la religion à la philosophie, de la science de l'économie à la biologie, qui vont des sciences et techniques à la politique, qui vont des sciences économiques, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, à la poésie et au théâtre. Hein, une forme encyclopédique. Bon, le projet n'aboutira pas, même s'ils vont faire beaucoup de numéros, simplement à cause des crédits qui ne suivent plus, puisqu'après la révolte des Canuts, va y avoir un fort courant de censure dans les années 1835. La presse, qui avait été en partie libérée dès 1830, avec la presse ouvrière des Canuts, ou les journaux comme Le Globe avec Leroux, va être censurée de manière violente. Et entre 1830 et 1835, la censure est telle et l'appauvrissement de la France est tel qu'ils n'arrivent même plus à boucler les journaux et à les vendre. Or, là, Leroux va écrire son premier grand livre qui s'appelle « Réfutation de l'éclectisme », et c'est donc contre ce monsieur Cousin, qui est alors ministre de l'Éducation. Donc pour répéter un peu, donc Cousin, en fait, c'est très simple, il nie la Révolution, il nie toute la philosophie des Lumières, et il résume siècle par siècle, il met une étiquette sur chaque siècle, et il sort une petite philosophie en 4 mots, qui est destinée à la monarchie, à l'élite, et le peuple, lui, doit se contenter de la religion. Or, Leroux s'inscrit en faux contre Cousin, et va écrire « Réfutation » de l'éclectisme pour démontrer que c'est une réduction de l'histoire de la philosophie, c'est une culture de supermarché, quoi. Il critique Cousin en disant qu'il pioche un tout petit peu ce qu'il arrange, voilà, c'est même pas une œuvre universitaire vraiment, et puis surtout que Cousin est très satisfait, parce qu'il y a tout un courant qu'on appelle les satisfaits à l'époque, c'est ceux qui sont satisfaits de la monarchie constitutionnelle, c'est ceux qui sont satisfaits de cette bourgeoisie au pouvoir, c'est ceux qui sont satisfaits d'être au milieu de 34 millions de Français, dont 30 millions de pauvres. Et Leroux va avoir un bon écho en écrivant la réfutation de l'éclectisme, parce que, évidemment, il argumente fort, il argumente beaucoup, et beaucoup de profs de philo qui sont censurés en plus parce qu'ils doivent appliquer la philosophie de M. Cousin, il n'y a rien d'autre, c'est l'ordre. Hein. Son critique de Cousin commence à se rapprocher de Pierre Leroux. Ça c'est pour introduire l'époque, et pour introduire là, on va commencer à toucher à ce qui fait le cœur de l'œuvre de Pierre Leroux. Puisque donc ce qui reproche à Cousin, c'est cette réduction de l'histoire de la philosophie et cette négation de la Révolution et de tout le courant des Lumières. Or donc, il écrit la réfutation de l'éclectisme pour critiquer Cousin, et puis il va écrire De l'humanité. Et De l'humanité, c'est pour démontrer que, justement, l'histoire de la philosophie, c'est pas du tout ce que raconte Cousin. Alors là, on a un Pierre Leroux qui est un peu un pionnier, puisqu'il va remonter dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la religion,
jusqu'au peuple juif, jusqu'à Platon et les Grecs, jusqu'aux Esséniens, jusqu'aux Romains, pour démontrer que d'abord les religions ont produit de la philosophie, que les philosophes se sont inscrits dans l'histoire aussi par rapport à la religion, et que la religion et la philosophie, c'est pas séparé. C'est pas pour dire que c'est la même chose, mais qu'évidemment, Platon, c'était des Grecs, ils étaient polythéistes. Bon, évidemment, le peuple juif était monothéiste, c'est encore une autre philosophie religieuse, si on veut. Les Romains aussi, et puis après, à partir de Saint-Augustin et jusque le protestantisme, même les pères de l'Église ont toujours voulu philosopher, même sous l'Inquisition, l'idéologie se veut une forme de philosophie. Donc le Roux va écrire De l'humanité, où il fait un voyage dans le temps, en arrière, dans le passé, et où, alors là, on s'aperçoit à ce moment-là que du bon élève au lycée à ce qu'il a pu lire en tant que typographe, à composer tous les livres, c'est un homme qui a une culture générale importante, et qui connaît très bien l'histoire du peuple juif, qui connaît très bien l'histoire des philosophes grecs, qui connaît très bien les Romains, jusqu'au théâtre, qui connaît très bien l'histoire de la religion, et De l'humanité, dans ce retour en arrière, reprend les sources du peuple juif, de Platon, des Romains, pour revenir jusqu'à nous, et là où Pierre Le Roux inclut jusque l'Inquisition et le protestantisme, alors l'histoire de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire Spinoza, Leibniz, Bell, pour le XVIe et XVIIe siècle, et puis pour le XVIIIe, Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, comme une loi de continuité. Pour lui, il y a une continuité entre les siècles, évidemment. L'histoire des idées, l'histoire de la philosophie, c'est pas faite dans des cases séparées. Les livres circulaient, les idées circulaient, les philosophies circulaient, les religions circulaient. Et Le Roux démontre ce lien de continuité. Et en ça, il brise un peu l'option de Cousin. Ça, c'est sa première grande œuvre, De l'humanité. Là, Le Roux raconte qu'à ce moment-là, il s'est un peu arrêté, parce que il avait fait un gros effort intellectuel et sourcé, référencé, où donc le propos est de dire en plus, et il va prendre là la figure entre autres du Christ comme modèle, de dire que c'est pas simplement qu'il y a des cultures humaines, des philosophies humaines, des religions humaines, différentes selon les pays et les cultures, c'est de dire que toutes ces cultures forment la culture de l'humanité, ce qui est pour nous presque bateau aujourd'hui, mais qu'à l'époque n'était vraiment pas le ton de Cousin. Et c'est pour ça qu'il intitule son livre De l'humanité, pour démontrer que c'est pas qu'il y a une vision de l'humanité, mais c'est qu'il y a une culture de l'humanité, l'humanité dans sa marche sur la Terre, eh bien joue entre ses philosophies et ses religions, où justement en 1840, donc il s'oppose à cette réduction de Cousin, il remet en valeur les Lumières, il dit que c'est très important l'œuvre de Rousseau, de Diderot, de Voltaire, puisqu'ils ont brisé ce que dans la religion n'était plus viable, de ce que les pères de l'Église avaient perdu de l'essence de la religion et de la philosophie en devenant des tartuffes, en devenant des inquisiteurs, et que c'est normal que des philosophes aient détruit ce cléricalisme, et que maintenant il fallait retrouver une nouvelle philosophie, et Le Roux achève De l'humanité en disant que donc nos pères, ceux de la Révolution française, les Voltaire, les Condorcet, ont tracé la République, ont tracé la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils ont posé les bases d'une nouvelle ère, mais ils ne l'ont pas mise en pratique.
Et suite à Napoléon et la Restauration, eh bien, Leroux trouve que c'est l'époque, la mission de sa génération, c'est de mettre en pratique la Révolution française. Or, pour ceci, il va alors écrire un deuxième grand livre qui s'appelle « De l'égalité », où là, il va chercher à démontrer que dans toutes les religions, comme dans toutes les philosophies, il y a un dogme, il y a une figure vers laquelle les humains ont toujours tendu, avec plus ou moins de facilité et plus ou moins de succès, mais c'est l'égalité. De Jésus, on trouve ça en hébraïsme aussi, ou chez les bouddhistes, ou chez les romains, ou même dans les pères de l'Église. Il démontre que l'égalité est de plus en plus, quand on approche le XVIe, le XVIIe, et donc la Révolution française, c'est ce qui a été réclamé, l'égalité, non plus la monarchie, le roi et le peuple écrasé, mais l'égalité des citoyens. Et c'est son deuxième grand ouvrage. Et entre De l'humanité et De l'égalité, on a là le cœur de l'œuvre de Pierre Leroux. À ce moment-là, il est toujours à Paris. On est toujours en 1840. Et la régression en France fait que ça gronde, ça grogne. Et depuis les premiers articles de l'encyclopédie, depuis la définition du socialisme, avec son frère, Pierre Leroux, ils n'ont pas seulement l'idée d'une réactualisation philosophique. Son frère, Jules Leroux, qui lui est plus spécialiste de l'économie, lui propose des choses concrètes pour l'économie. Et il dit par exemple que l'idée d'association, l'idée de coopérative, contre un libéralisme et ses grandes usines, ces grandes mines où ça meurt. Hein, les enfants à 5 ans sont attachés au métier à tisser et meurent sur les métiers à tisser, de faim ou d'accident. Dans les mines, c'est les coups de grisou, ils descendent et puis ils ne remontent jamais. Dit que par l'association et par la coopérative, alors on aura une autre organisation du travail, une autre organisation sociale, et que là, on pourra tendre à davantage d'égalité. Et il y a une petite différence entre ce que prône Jules Leroux au niveau de l'économie et ce que prône Pierre Leroux, c'est que Pierre lui dit oui, entièrement d'accord, mais on ne pourra pas faire des associations, on ne pourra pas faire des coopératives tant qu'à la tête de l'État, il y aura toujours une monarchie. Et il faut passer par la République. Alors ça commence en 1840 à devenir la pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, voilà, de la population française qui, même pauvre, les mouvements ouvriers commencent à s'organiser en bout d'association, il y a des grèves, il y a des révoltes, et Cabet, à l'époque, est un autre penseur qui, lui, va s'orienter plus vers le communisme, en pensant qu'on peut avoir une société égalitaire de plein pied. Or, Leroux maintient le retour à la République, le retour à la laïcité, et alors qu'avec ses journaux, il vient de rencontrer George Sand, George Sand qui est une bienfaitrice à ce moment-là pour Leroux, puisqu'elle lui paye, elle s'est émancipée de son mari, elle fait la grande bourgeoise à Paris, et ses romans marchent bien, elle a beaucoup d'argent, et elle finance, elle a rencontré Pierre Leroux, elle est très impressionnée par les ouvrages de réfutation d'éclectisme, de l'humanité, de l'égalité, et elle prend un peu Pierre Leroux sous sa coupe, qui est très pauvre, et elle lui finance un nouveau journal qui s'appelle La Revue Indépendante. Pierre Leroux aussi, ça faut le dire, a une obsession à ce moment-là, c'est du métier de typographe. Il est persuadé, accrochez-vous, qu'au lieu des grosses machines où il faut mettre les lettres et tout, on pourra inventer, il est sûr, et il a fait des dessins, il est prêt à trouver des financements pour que ça soit réalisé. Il a l'idée qu'on peut faire un clavier où il y aura les lettres, et en tapant sur les lettres, on pourra faire des livres.
en 1840. Il ne trouvera aucun financement pour ça. Il fera chier George Sand pour qu'elle lui donne du pognon, pour qu'il trouve des gens pour faire cette machine. Ça ne marchera pas. La France s'enfonce, il y a même des épidémies de choléra. Et en plus, la censure continue, ils ne peuvent pas éditer comme ils veulent vraiment, y compris même les journaux ouvriers et tout. Toujours est-il que George Sand invite Pierre Leroux à Nohant, ici à 35 km dans l'Indre, et l'invite chez elle, et vient lui faire visiter le village de Boussac, pour lui dire une chose bien simple, c'est que la loi à l'époque est qu'il ne peut pas y avoir X imprimeries selon le département, à cause de la concurrence, il faut un certain nombre, et en fait c'est une loi qui est faite pour censurer et réduire le nombre d'impressions de livres ou de journaux. Or il se trouve qu'en Creuse, en 1845, il y a eu une imprimerie à Guéret, qui doit être une toute petite imprimerie, genre pour la préfecture, quoi. Et Pierre Leroux, alors a la possibilité de monter une imprimerie à Boussac, où ils pourront éditer leur journal comme ils veulent, financé entièrement par George Sand. Et donc arrive Pierre Leroux, qui vient avec ses frères, sa femme, ses enfants, il a 5 ou 8 enfants, ses frères aussi, accompagné de collègues typographes, ils ont déjà à ce moment-là une quarantaine, cinquantaine d'années, et aussi de plus jeunes, une trentaine d'années, qui sont dans cette mouvance socialiste. Et c'est ainsi une colonie de 80 personnes qui vient s'établir à Boussac, où ils vont faire une imprimerie. Alors pour ceux qui ne savent pas où elle était, c'est au feu rouge, sur la petite place, une fois qu'on a monté la côte là, il y a une école maintenant qui est l'école primaire, le bâtiment un peu orangé, ben, c'était là, c'était l'imprimerie. Et ils habitent alors rue de la Cure, chez le curé, au jardin d'enfants, ou alors où il y a la boucherie sur la place, il y a une grosse maison bourgeoise à côté, et il y a un petit renfoncement, et là il y a une maison, une toute petite maison, ben, ils habitaient là aussi. Et là ils vont éditer un autre nouveau journal qui s'appelle la Revue Sociale. Bon, dans la Revue Sociale à Boussac, Leroux par exemple va reprendre De l'égalité, et c'est un journal qui va être tiré pour toute la France, mais aussi pour l'Europe, pour l'Angleterre, pour la Belgique, avec des lecteurs qui vont écrire à Leroux, à Boussac, donc c'est bien, il faut qu'il continue et tout. Et c'est là que Leroux, parce que Leroux s'inscrit évidemment dans tout le courant socialiste, où il y a Louis Blanc. Louis Blanc, par exemple, sort en même temps que De l'Humanité un livre en 1840 qui s'appelle De l'organisation du travail. Et Louis Blanc définit l'organisation du travail, définit le capitalisme de l'époque comme déjà un système exterminateur. Parce qu'évidemment, hein, il voit le nombre d'orphelins, le nombre d'enfants à la rue, le nombre de morts dans les usines, c'est très 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 violent. Bref. Et Leroux va rééditer un certain nombre de textes, en écrire de nouveaux, et achever à l'intérieur du courant socialiste, où il y a Fourier, où il y a Cabet, où il y a Louis Blanc, où il y a Raspail, hein, qui sont tous dans la même mouvance, mais va finir une œuvre critique et permettre de peut-être centrer ce courant socialiste, entre autres avec Pauline Roland, puisque évidemment, hein, en vrai, Leroux n'est rien sans George Sand et sans Pauline Roland, puisque c'est George Sand qui finance tout. Et Pauline Roland, qui a fait partie de la revue encyclopédique, est une femme qui venait de la province à Paris, qui a pu faire des études, et qui s'est passionnée pour ses études entre le courant de Saint-Simon et qui a suivi ensuite Leroux, qui est une femme lettrée, mais une femme qui va être très très engagée, qui du soutien au Canut, au féminisme, au socialisme, va être une femme très 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 active, qui va venir à Boussac dès 1846. C'est elle qui va créer l'école ici, une école qui va être la première en France, une école mixte, une école républicaine pour eux avant l'heure, une école socialiste, une école pour les jeunes femmes, où ils prônent l'égalité, et où, alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote,
les paysans non plus. Pauline Roland se retrouve avec Leroux et les frères Leroux et les 80 éclaireurs, avec les épouses, les sœurs et Georges Sand. Elles se retrouvent ici dans la pratique de l'égalité. Ce qu'ils font ici, Ludovic Frobert va venir étudier ça à Boussac pour qu'on ait une étude très très sérieuse, puisque ça n'a pas été vraiment abouti. Les femmes sont dans l'égalité. Leroux apprend de Georges Sand, Leroux apprend de Pauline Roland. Elles écrivent, elles publient dans la revue sociale, elles apportent leurs idées, elles apportent leurs pensées, elles apportent de leurs sentiments à leurs réflexions philosophiques leur part entière. Et on sent bien que les hommes, comme Leroux, apprennent. Et c'est très important de comprendre ça, parce que c'est ce qui fait l'originalité pour l'époque. Même vis-à-vis des autres phalanstères comme Fourier, Fourier aura soi-disant une vision un peu plus libérale, mais par exemple, libertaire, oui, mais faussement, puisque justement on a toute la critique de Leroux sur Fourier, qui vraiment, pendant qu'il est à Boussac, il y a 12 ou 24 numéros de la revue sociale, et il se prend Fourier au bout d'un moment à chaque numéro. Et attention, les bouquins de Leroux, les articles de Leroux, c'est pas un tweet, hein. Les bouquins, c'est 300, c'est 500 pages. Les articles, c'est 15 pages. C'est étoffé, c'est référé, c'est argumenté, c'est avoir lu l'autre, c'est avoir compris l'autre, c'est avoir compris les arguments de l'autre, c'est démonter un à un les arguments de l'autre. C'est pas sale con, non. Et il se prend Fourier à Boussac, c'est assez... je suis pas au bout, moi, encore, de la revue sociale, parce que c'est assez conséquent encore. C'est assez impressionnant. Et donc, il y a une jeune doctorante qui sort de Nohant, qui est une enfant de Nohant, Carole Rivière, qui fait une thèse sur Georges Sand et ses amis politiques, et donc qui travaille aussi sur Pierre Leroux. Et elle a nommé l'expérience à Boussac comme un laboratoire intellectuel. Or, voilà, on arrive au cœur de l'ouvrage. En retard par rapport à tout le bouquin, mais c'est pas grave, au moins on aura le principal. C'est pas seulement l'imprimerie, et c'est pas seulement un laboratoire intellectuel à Boussac, 1845, c'est qu'encore il y a un autre frère, un troisième frère, Achille Leroux, qui, lui, va monter une ferme. Ici à Boussac-Bourg, alors la commune de Boussac-Bourg est immense par rapport à celle de Boussac. Ici à Boussac-Bourg, c'est quand même de l'autre côté du village de Boussac-Bourg, près du stade de foot de Boussac. Et la ferme existe encore. Maman me disait que c'était repris comme résidence secondaire maintenant, genre avec le mur autour, au milieu des champs. Bon. Et là, Achille fait une ferme, alors qui leur sert bien sûr de... Ils sont toujours très pauvres, ils ne gagnent pas plus d'argent en faisant leur journal à Boussac, qui survivent, hein, ils vivotent. Mais au moins avec la ferme, ils ont à manger, ils ont de la patate, qui arrive à l'époque. Hein. Mais il inclut aussi dans ce que Pauline Roland, par exemple, ne va pas non plus s'occuper seulement de l'école. À ses heures perdues ou en dehors de la classe, elle va voir les paysans. Alors l'état de la paysannerie en Creuse à ce moment-là, c'est catastrophique. C'est des gens très pauvres. On dit qu'ils sont propriétaires, mais en gros, ils louent les terres où il y a des métayers qui bossent pour eux. Ils sont tous ouvriers agricoles. C'est des toutes petites exploitations. Les métayers rassemblent les exploitations et au niveau des récoltes, leur piquent 50% ou 80%. Ils ont très peu d'argent. Les enfants ne vont pas à l'école puisqu'ils bossent pour la ferme. Et en plus, ils vont à l'église le dimanche, où là le curé les achève, puisque c'est vraiment, c'est même pas la messe avec l'évangile selon Saint Jean et justement à travers la religion un peu de philosophie ou je sais pas quoi. Non, c'est le diable, si vous faites mal, si vous péchez, le diable va vous punir. Et Pauline Roland décrit dans la revue sociale, elle fait une observation quasi scientifique de la paysannerie. C'est très dur parce qu'elle a un amour, elle a une humanité, elle a un amour de l'être humain gigantesque et elle se force, elle le dit elle-même, elle l'écrit, elle se force à ne pas devoir mentir parce qu'il y a
un auteur célèbre à Paris qui a écrit sur la paysannerie en France, et c'est le mythe du paysan avec la charrue qui est très heureux, qui regarde le ciel, qui plante ses graines et le blé pousse. Et elle dit, mais non, c'est pas ça du tout l'état de la paysannerie en France, et elle décrit les paysans ici. J'avais lu un extrait à Cécile et à Bruno, qui est dans le livre. Elle décrit, elle voit des corps atrophiés, des gens très pauvres, des gens endoctrinés par l'Église, des gens qui vivent à moitié dans la peur à cause de l'Église, et qui sont soumis aussi par les métayers, hein, qui ont peu d'argent, qui n'ont pas le droit de vote, comme les femmes. Et par contre, s'il y a une guerre, c'est les premiers réquisitionnés. Et ici à Boussac, avec l'école de Boussac, ils font tous les dimanches après-midi, après la messe, ils invitent le médecin, le maire et les quelques notables de la ville pour discuter de tout ça. Et Pauline Roland fait un exposé devant les notables, devant les typographes et les socialistes Pierre Leroux, où elle raconte en 4 articles l'état de la paysannerie, et où elle leur dit à la fin, voilà, le socialisme, si vous voulez l'appliquer, c'est pas simplement un débat d'idées et remettre la République, c'est pas simplement les associations et les coopératives, c'est aussi la prise en compte de la paysannerie dans l'état délabré de l'époque. Et la pensée de Pauline Roland va encore être d'autant importante après ces 3 années à Boussac, où pendant un moment quand même la revue marche bien, hein, ça part en Angleterre, ça part en Belgique, Pierre Leroux est de plus en plus connu et les livres se vendent, et les idées, et vraiment au niveau populaire, se répandent. Les maçons de la Creuse, Martin Nadeau, qui est ouvrier maçon, le comble, c'est qu'il quitte la Creuse pour aller bosser à Paris et faire tous les bâtiments. Or, il lira la revue sociale à Paris, alors que la revue sociale est écrite et fabriquée à Boussac. Et il apprendra comme ça Pierre Leroux. Et après, Martin Nadeau reviendra en Creuse rejoindre Pierre Leroux. Mais il y a un mouvement populaire où Pierre Leroux est connu, aimé, et respecté par la population, parce qu'ils savent qu'il est pauvre, qu'il fait partie de... Et parce que son œuvre aussi est, par de l'humanité et de l'égalité, profondément populaire. Alors j'ai complètement oublié une chose qui fait la spécificité de l'ouvrage, c'est que... Il faut que j'aille vite, j'aurai pas le temps de parler du Rwanda. Ce livre, il s'inscrit... comment dire ? C'est une présentation actualisée de l'œuvre de Pierre Leroux, où je prends 10 ouvrages pour les résumer, pour les introduire. Maintenant, on a tous les liens avec Internet. L'œuvre est à la Bibliothèque nationale de France, et il y a un site à l'Université de Poitiers qui les a digitalisés. Donc on peut les lire sur ordinateur, pratiquement toute l'œuvre. Donc ça, j'ai mis les liens dans la version électronique. Ça permet de pouvoir réaborder toute l'œuvre de Pierre Leroux, parce que c'est important de relire. Mais le petit apport que j'essaie de proposer, c'est pas du même ordre que Lucie Ray. Lucie Ray réinscrit Pierre Leroux dans la philosophie de l'époque, et elle nous démontre combien c'est important. Froberg nous le remet dans la science économique de l'époque, et nous fait comprendre comment de l'association à la coopérative, c'est hyper important. La famille Viard nous le remet au niveau politique, pour faire le lien après avec Jaurès, avec Lénine, avec ce qui est devenu le socialisme en politique, qui n'était pas à l'origine ce que Leroux prônait. Moi, il y a un point sur lequel j'ai travaillé, qui est très important, c'est que on découvre que Pierre Leroux, en 1840, quand il écrit De l'humanité, se dresse, se lève, va combattre un point extrêmement important, c'est qu'ils apprennent qu'en Angleterre,
là où il y a la philosophie de Malthus en sciences économiques. Pour Malthus, c'est très simple, Dieu a créé la terre, l'humanité existe, et s'il y a des pauvres, c'est que Dieu n'a pas voulu qu'ils soient invités au banquet de l'humanité, et ils n'ont qu'à crever. Et il est pour l'euthanasie, il est pour l'eugénisme, il est pour l'assassinat des pauvres. Hein. Donc évidemment, le Roux est heurté de plein fouet, et apprend en 1840 que c'est pas simplement Malthus, c'est que le gouvernement anglais va faire une loi, une proposition de loi pour les femmes anglaises, dès qu'elles ont 3 enfants, c'est que le 3e enfant, elles l'amènent dans ce qu'il y a d'hôpitaux et de cliniques de l'époque, et là, ils ont fabriqué des petits caissons adaptés à la taille du bébé, où ils mettent le bébé, où ils ferment avec une planche, et après avec des seringues, ils injectent un gaz, et comme ça ils tuent le bébé, et comme ça il n'y a plus de pauvres. Alors évidemment quand le Roux apprend ça, c'est le rapporteur anglais du gouvernement qui est obligé de décrire ce qu'ils veulent faire, qui en lisant ce qu'ils veulent faire, le mec il court, il va à Paris, et les contacts qu'il a, il dit voilà, c'est la folie. Donc dans tout ce mouvement d'industrialisation, hein, où pour eux c'est clair, c'est pas, ils vont pas en tuer 3 par jour. Ah non, ça va être industrialisé. Donc le Roux se dresse contre ceci, et c'est comprendre que toute son œuvre et tout le rapport au socialisme se trouve au centre de ce que soit la criminalité libérale, bon, folle, capitaliste sans foi ni loi et criminelle, ou ce qu'a donné plus tard pour l'égalitarisme, le stalinisme, le Roux se fonde avant tout ça, il en pressent, il en voit, il en observe, il est au courant de la criminalité de l'époque, et il dit c'est contre cette criminalité qu'on doit lutter, jusque pour faire le lien avec la paysannerie, y compris pour les paysans, y compris pour l'écologie, puisque il voit une très mauvaise gestion de toutes les terres, c'est-à-dire qu'en gros, pour les grands propriétaires qui ont tous les champs de la Beauce, wow, ils cultivent ça en gros, là-dedans, aujourd'hui ils foutraient des ouvriers portugais, chinois, polonais, là c'est des pauvres français qu'on paye au lance-pierre et qui crèvent la faim, et ils cultivent ça en gros, comme ça. Et sinon, tout le reste de la terre française est très peu cultivé. Alors qu'on est à 30 millions de pauvres sur 34 millions de Français. Donc ils sont pour une réorganisation, y compris de l'agriculture au niveau écologique, pour arrêter une forme d'industrie agricole qui est une très mauvaise gestion, qui ne nourrit pas les gens. Et c'est pour ça que la ferme à Boussac, il la pense aussi dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écosocialisme. Dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des coopératives agricoles où ils gèrent ensemble tant l'imprimerie que la ferme dans un mode de vie qu'en fait les nouveaux arrivants en Creuse représentent. Et entre ce mouvement anticriminel et la proposition concrète de coopératives et d'associations, on a donc un constat politique, philosophique, en sciences économiques, en sociologie, et jusqu'en art, avec tout ce que Georges Sand et Maurice Sand font en théâtre, qui fait que l'œuvre de Pierre Le Roux est interdisciplinaire, hein, traverse pratiquement toutes les disciplines de l'époque, jusqu'aux sciences politiques, et ce n'est pas simplement un constat d'opposition, ce n'est pas simplement un constat anticriminel, c'est un constat politique qui dit que oui, on peut s'organiser autrement, mais il faut changer de régime et remettre la République. Et c'est un constat qui met en pratique, à Boussac, la forme possible. Ils viennent expérimenter justement leur socialisme qu'ils ont dans leur tête, avec leurs idées et tout, comment il faudrait faire. Ben, ils viennent l'expérimenter à Boussac. Alors, il se trouve que, on dit souvent que tous ces phalanstères, c'est les socialistes utopistes, tout ça a été bien beau, ça n'a jamais marché. À Boussac, ça marche. À Boussac, finalement, alors qu'ils sont là, que le fils de Georges Sand fait son petit théâtre,
en décembre 1847, il a 15 ans, et il fait pour sa maman, George Sand, comme le Théâtre d'Or, ils font des marionnettes, et il a comme idée de faire comme spectacle la Révolution française, en décembre 47. Et ils refont toute l'histoire de la Révolution française. Et il se trouve qu'en février 48, à Paris, en même temps que le choléra et la faim, le peuple va se soulever et va y avoir la Révolution de 1848. Où là, le peuple demande la République, et il y a une forme de succès entre l'entreprise socialiste de Leroux, tant idéologique, philosophique, politique, par les livres, qu'à Boussac, puisque dans les 4 années qui vont passer à Boussac, ben ça débouche effectivement sur le passage en République. Alors, évidemment, la République de 1848, elle est magnifique, puisque d'abord Leroux, en février, est à Boussac, la République est proclamée à Paris, et dès qu'ils l'apprennent, ils proclament la République à Boussac. Ce qui veut dire qu'à Boussac, il y avait simplement les bourgeois qui pouvaient voter, ceux qui pouvaient payer, parce qu'il fallait payer pour voter. Donc là, tout le monde a le droit de vote, mais en vrai que les hommes. Les hommes, toujours pas. Et les femmes, Pauline Roland, accompagne Pierre Leroux qui proclame la République et dit à la mairie de Boussac, mais moi je veux voter, je suis une femme, c'est la République, je veux voter. Et couac, même la République de 48, alors que Pierre Leroux avait proposé le droit de vote des femmes, il était le seul, tout le monde s'est moqué de lui, de la droite à la gauche, de Proudhon, à tous, ils lui ont ri au nez, mais vraiment ils lui ont ri au nez, ils lui ont lancé des colibés, ils se sont moqués de lui. Prenait le droit de vote des femmes, bon, ben Pauline Roland n'a pas pu l'avoir encore à Boussac, mais elle a dit, vous me faites un papier, et ça sera marqué dans l'histoire, on s'en rappellera plus tard. Donc c'est le succès de cette République de 48, bon, qui va être maté en juin, hein, alors qu'était mis en place, entre autres par Louis Blanc, justement une grande réflexion à l'Assemblée nationale, et avec les ateliers sociaux, pour mettre en place, par l'association, par les coopératives, toute une autre organisation du travail. Et là, Pauline Roland encore, parce que bon, dès qu'il y a la République, ils remontent à Paris, ou ils vont ailleurs. Pourquoi? Parce que y a toute une vague d'élections. Alors, Pierre Leroux est élu à Paris, Jules Leroux est élu à Guéret, député de la Creuse, le fils de George Sand est élu maire de Nohant, et Pauline Roland, elle, s'investit auprès des instituteurs, elle monte les premières associations d'instituteurs, qui justement, dans le duel Leroux-Cousin, sont contre-cousins, et veulent enseigner une toute autre philosophie, veulent une école publique, mixte, républicaine pour les filles et les garçons, sur les bases de la République, liberté, égalité, fraternité, veulent la laïcité. Et c'est Pauline Roland qui monte cette association, et elle fédère tout de suite pratiquement toute la France dans une très très grande association, et qui fait goutte d'eau avec les autres corps de métier. Bon, déjà les typographes par Leroux étaient bien organisés, mais les porcelainiers à Limoges, les canuts à Lyon, beaucoup de corps de métier vont s'organiser en association dans cette année 48-49. Et là, c'est là que la grande bourgeoisie prend peur, parce qu'ils voient la transformation s'opérer, ils voient les associations s'organiser, et le coup d'État n'aura lieu qu'en 1851, ils vont détruire, ils vont tuer, ils vont assassiner, ils vont tirer dans la foule. Ils vont pendre, ils vont exécuter, même des femmes enceintes. Mais déjà, dès 1849, Pauline Roland est surveillée. Et c'est elles qui vont attaquer, c'est elles qui vont aller chercher dans l'association. Ils vont entrer avec les flics, avec la gendarmerie, dans l'association, ils vont l'arrêter et l'emprisonner, et puis la déporter en Algérie, au bagne, hein, puisque c'est aussi cette grande bourgeoisie qui commence tout le grand mouvement de colonisation. C'est le début de la colonisation de l'Algérie, et ce qui va devenir au XXe siècle la France-Afrique jusqu'au Rwanda. Hein, c'est la France capitaliste qui doit, on va plus loin que Napoléon, qui doit coloniser la terre entière. Pauline Roland mourra pratiquement de torture et de faim au bagne.
Pierre Leroux et Georges Sand vont écrire pour qu'elle soit libérée. Elle reviendra épuisée par le bateau et par le train de Marseille jusqu'à Lyon. Elle avait un fils et son fils la récupérera à Lyon et elle meurt dans ses bras. Elle est une martyre de ce mouvement socialiste qui, en fondant la Deuxième République, pour comprendre le lien à la commune, c'est-à-dire qu'ils ont posé toutes les bases. Or, évidemment, la répression qui détruit tout, puisque même jusqu'à Boussac, hein, là par exemple, de Gouzon à Guéret, d'Aubusson à la Souterraine, les journaux circulaient. Donc les gens venaient voir Leroux à Boussac, même depuis Limoges. Les gens passaient, faisaient circuler la revue, faisaient circuler des livres, et ils étaient surveillés par les flics, mais ça pouvait le faire. À partir du coup d'État, jusqu'à Boussac, jusqu'à Gouzon, on a les PV des flics, ils vont chercher, et là ça doit être le notaire, ça doit être le médecin qui s'intéressait à ça, c'est la tôle, ils les arrêtent et tout. La répression est vraiment hyper violente, au point où en fait, va y avoir une déportation des socialistes, puisqu'ils vont être déportés à Jersey pour ce qui concerne Pierre Leroux. C'est pas l'équivalent, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'était l'époque encore de la déportation des populations africaines aux USA, et c'est tout un mouvement d'une violence qui va briser ce qu'a été ce succès. Or, le Second Empire va réimposer une censure énorme, et le mouvement qui va amener la Commune aura été coupé de la Révolution de 48. Puisqu'il y a le rapport à Marx, alors, j'en traite, bon, je parie vous, c'est pas grave. Au début, Marx va, qui est plus jeune que Leroux, hein, il a 20 ans de moins, Marx va trouver génial Leroux. Hein. C'est Leroux qui parle du socialisme le premier, c'est Leroux qui parle du prolétaire le premier, de la lutte des classes à la vision de la coopérative. Marx va entièrement prendre ce qui rend compte de Leroux. La seule chose qui va n'est c'est qu'à partir de 1948, Leroux est un républicain, il est pour la laïcité, il n'est pas pour un État socialiste. Pour Leroux, c'est très important de comprendre qu'il voit bien cette société qui est coupée en deux, en fait, entre une population pauvre qui veut la République, voire la République égalitaire pour trancher encore du curé, et puis la vieille France catholique, monarchiste, aristocratique, bourgeoise, qui est encore crispée comme ça, qui ne veut pas lâcher, et qui veut pas repasser en République. Et Leroux se positionne au centre. Se positionne au centre pour ramener cette France religieuse, hein, où lui il est à l'aise avec la science des religions, dans un projet républicain, la laïcité, où donc c'est pas parce qu'ils sont libéraux et croyants qu'ils vont être malheureux dans la République sociale. Ils auront leur part, ils seront bien libres comme les autres. Après tout, ils peuvent bien se positionner comme entrepreneurs ou quoi que ce soit. On ne va pas les empêcher. Bon, Marx, c'est là qu'est la grande différence. Marx, lui, envisage une scission de classe et opte pour un État socialiste qui veut se séparer et éradiquer, on peut dire, toute bourgeoisie. Or, le mouvement qui va amener la Commune, c'est cette part de la société française qui aurait été privée de la Révolution de 1948, qui sera sous la censure encore et sous la violence à chaque fois qu'ils essaient de mettre des grèves. Et donc c'est plutôt le courant marxiste ou de Bakounine avec les anarchistes qui va provoquer la Commune. Par contre, une fois que la Commune va éclater en 1870, et dans l'application après 71, 72, 73, où Martin Nadeau, qui était plus jeune que Leroux, participe, entre autres, et les enfants de Leroux aussi participent, ils vont reprendre les thématiques de 48,
de 1848 pour les réaliser. Par exemple, Martin Nadeau reprend l'association des instituteurs que Pauline Roland avait mis en place en 1873. Et là, ça va pouvoir tenir. Il y a Raspail qui fait un gros travail, et puis ça va passer, c'est ce qui va fonder l'éducation nationale vers 1876-1881. Or, on voit comment l'œuvre de Leroux participe du rétablissement de la Seconde République, qui est vraiment brisée dans une violence extrême, et comment la commune va néanmoins refleurir et pouvoir revenir, reprendre des choses de 48, et là les stabiliser dans la Troisième République. L'ouvrage reprend ça à travers 12... Leroux a peut-être écrit, je ne sais pas moi, 30, 35 livres, j'en prends une douzaine pour donner le parcours, et sur le point de vue, c'est de montrer que, outre les ouvrages qu'on a maintenant, qui sont des approches très, très belles, très bien, de Leroux, ça nous permet de mieux comprendre sa pensée. Là, le point spécifique, c'est l'anticriminalité et l'interdisciplinarité de l'œuvre, puisqu'on va voir Leroux jusqu'aux arts. On en avait parlé l'autre fois avec Job en théâtre. Leroux, dès 1835, donne une définition de la poésie, qui est magnifique, qui est toujours actuelle. Il est en avance même sur la biologie, puisque il parle d'univers intérieur et de zones intérieures, extérieures, qui sont tout en écho, de mondes qui se répondent, et où toutes les poésies ne forment que la grande poésie qui, entre philosophie et art, est très, très organique aussi. Pour lui, c'est très sensuel, c'est très, très physique. Une très belle définition de l'art. Et dans son œuvre, alors il traverse les sciences politiques, la philosophie, la science des religions, quand il est 10 ans ou 15 ans en exil à Jersey, il revient de Jersey pour écrire La Grève de Samaré, qui est un grand poème philosophique assez hermétique, mais qui est très beau, qui fait le résumé de sa vie et de son œuvre. Et puis il va écrire Job en théâtre. Alors Job en théâtre, c'est du livre de Job de la Bible. Mais Leroux est un expert en sciences des religions. Il y a M. Renan, à l'époque, qui est un gros fumier bien raciste en religion, qui prenait la race, comme Gobineau, dans les religions. Et ça, pareil, quand Leroux entend ça, il décide de faire un commentaire contre Renan. Et il va faire un commentaire scientifique qui démontre Renan point par point contre le racisme. Et en même temps, il réécrit le livre de Job en théâtre. C'est 5 actes. Il y a une morte qui parle, il parle à une morte. Il est moi qui parle à une morte, et il lui lit le livre de Job. Et elle commente, où ils en parlent tous les deux. C'est très beau, et dans son écriture, on voit là aussi, on entend le grand rire de Leroux, qui nous ramène à Molière. Puisqu'évidemment, on traite Leroux de mystique parce qu'il a été obligé de démonter, dans le rapport à la religion et à la philosophie, tout le vieux monde, et de démontrer qu'il y avait une continuité entre philosophie et religion, et puis de montrer l'actualisation nécessaire sociale. Or, Marx, par exemple, le critique comme mystique. Or, Leroux n'est pas plus mystique qui s'est fait accuser par les curés d'être communiste. Et il était pris comme ça entre deux feux, alors que sa palette d'écriture va jusqu'au théâtre, dans le grand rire de Molière contre les Tartuffes. Parce que dans Job, il s'amuse du sort qui est fait à Job, ce pauvre homme à qui il arrive tous les malheurs, qui engueule Dieu, et qui veut savoir pourquoi il tombe sur lui. Et on entend à la lecture de la pièce que Leroux s'amuse avec ça, parce qu'il le dit lui-même, sa vie a été comme celle de Job, il a toujours été très pauvre, et bien qu'il ait fait son journal, sa revue sociale, sa République, tout ça a été brisé, il s'est retrouvé encore plus pauvre à Jersey. Et il s'identifie autant à Job qu'il en donne une version antiraciste, que d'ailleurs des rabbins de l'époque ont apprécié.
alors que le socialisme n'était qu'en partie reconnu, même si dans le judaïsme, justement, il y a un nombre de membres de la communauté juive qui vont devenir socialistes dans le courant de 48 et dans le courant de la Commune. Et ça va être un grand courant qui, jusqu'à aujourd'hui, qui subit encore les foudres en Israël, mais qui existe et qui a été très très important, par exemple, dans les années 30. Bon, ça, normalement, je vais faire en 20 minutes. Ah, ça fait 1 heure. Voilà. Mais je sais pas comment, mais c'est de ma faute parce que je sais pas comment on peut faire. Je peux pas faire plus court, sinon c'est. Bon, le point, puisque le bouquin s'appelle De Pierre Leroux, Lumière du Rwanda, je vous donne le lien. C'est quoi? T'as pu dire? De Pierre Leroux aux Lumières du Rwanda. Alors, quel est le rapport avec le Rwanda? Bon, il y a un premier rapport, c'est que Leroux est contre la colonisation en 1830 de l'Algérie. Pour lui, il faut y amener le socialisme. C'est très clair et net. Et ce mouvement de colonisation français, dès 1830, eh ben, a continué jusqu'à 1890 au Rwanda. C'est le premier point. C'est le même mouvement. Ça a traversé toute l'Afrique, qui fait toute la France-Afrique aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle d'ailleurs, le Gabon, ça chie au Gabon. Il y a Elf